Pendant des décennies, le Burkina Faso a été présenté comme un pays condamné à la survie plutôt qu'au développement. Dans les discours internationaux, il était souvent réduit à des statistiques de pauvreté, à des images d'instabilité et à des crises répétées. Cette représentation a fini par s'imposer comme une vérité absolue, au point que beaucoup considéraient toute ambition économique burkinabé comme irréaliste. Pourtant, cette image extérieure ne reflétait qu'imparfaitement la réalité vécue par la population. Derrière les difficultés, il existait un pays profondément travailleur, doté de ressources, de terres, d'une jeunesse nombreuse et d'une volonté collective longtemps étouffée par des modèles économiques inefficaces. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, l'économie burkinabé fonctionnait sous de fortes contraintes. L'agriculture, qui constitue le pilier central du pays, était fragilisée par l'insécurité, l'abandon de nombreuses zones rurales et le manque d'infrastructures. Les producteurs travaillaient dur, mais vendaient à bas prix, faute d'accès au marché et de moyens de transformation. Les ressources minières, notamment l'or, quittaient le territoire sous forme brute, générant des profits importants qui bénéficiaient surtout à des acteurs extérieurs. L'État, de son côté, peinait à investir durablement, pris entre les dépenses sécuritaires, le poids de la dette et une dépendance chronique à l'aide internationale. C'est dans ce contexte que la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré intervient en septembre 2022. Contrairement à de nombreux dirigeants précédents, il ne se contente pas d'un discours technocratique ou rassurant. Il adopte un ton direct, parfois brutal, mais clair. Il parle de souveraineté, de rupture, de responsabilité collective. Il affirme que le Burkina Faso ne pourra jamais se développer tant qu'il restera dépendant de décisions extérieures et tant qu'il ne maîtrisera pas son propre territoire. Ce discours trouve un écho immédiat auprès d'une population fatiguée des promesses sans résultat. Sur le plan économique, la situation héritée est extrêmement difficile. Une part importante du territoire national échappe au contrôle de l'État, ce qui signifie concrètement que des millions d'hectares de terres agricoles sont inutilisables. Des routes sont coupées, des marchés fermés, des villages désertés. L'économie intérieure est fragmentée, désorganisée, freinée dans son fonctionnement le plus élémentaire. Dans un tel contexte, beaucoup s'attendent à une stagnation durable, voire à un effondrement progressif des indicateurs économiques. Pourtant, contre toute attente, une dynamique commence lentement à se mettre en place. Le produit intérieur brut du Burkina Faso montre des signes d'augmentation. Cette progression peut sembler modeste lorsqu'on la regarde isolément, mais elle prend une toute autre dimension lorsqu'on la replace dans son contexte. Elle survient alors que le pays est engagé dans une lutte sécuritaire intense, qu'il subit des pressions extérieures et qu'il dispose de marges financières limitées. Autrement dit, cette croissance n'est pas le résultat de conditions favorables, mais d'une réorientation profonde des priorités économiques. L'une des premières évolutions notables réside dans la volonté affichée de mieux contrôler les ressources nationales. Le discours officiel insiste sur le fait que les richesses du Burkina Faso doivent d'abord servir le développement du Burkina Faso. Cette idée, simple en apparence, rompt avec des décennies de pratiques où les matières premières étaient exploitées sans réelle transformation locale. En cherchant à renégocier certains partenariats et à renforcer la part de l'État dans les secteurs stratégiques, le pouvoir en place tente de capter une plus grande part de la valeur produite sur le territoire. Parallèlement, l'État s'efforce de rationaliser ses dépenses. Dans un pays où chaque franc compte, la lutte contre les gaspillages et les détournements devient un enjeu économique majeur. Même si cette lutte est loin d'être parfaite ou achevée, elle envoie un signal fort. Les ressources publiques doivent être orientées vers des projets utiles, visibles et productifs. Cette logique permet de redonner une certaine confiance à la population, mais aussi aux acteurs économiques locaux qui hésitaient jusqu'alors à investir. La reprise progressive de certaines activités agricoles joue également un rôle clé dans cette augmentation du PIB. À mesure que certaines zones sont sécurisées, les producteurs retournent aux champs. Les récoltes augmentent. Les échanges locaux reprennent. Cette dynamique est fondamentale, car l'agriculture burkinabé ne nourrit pas seulement la population. Elle constitue aussi un moteur de revenus, de commerce et de stabilité sociale. Chaque saison agricole réussie renforce un peu plus la résilience économique du pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette augmentation du PIB n'est pas un simple chiffre destiné à rassurer. Elle traduit une transformation plus profonde. Elle montre que malgré la guerre, malgré les contraintes, le pays est capable de produire davantage qu'auparavant. Elle prouve que le potentiel économique du Burkina Faso n'a jamais disparu, mais qu'il était entravé par des choix politiques et structurels inadéquats. Ibrahim Traoré s'inscrit ainsi dans une logique où l'économie devient un outil de reconquête nationale. Produire plus, produire mieux, produire pour soi. Cette orientation marque le début d'un changement de trajectoire. Le Burkina Faso ne se contente plus de gérer la crise. Il commence, lentement mais sûrement, à reconstruire les bases de son développement économique.
À mesure que cette dynamique économique commence à se dessiner, une idée revient de plus en plus souvent dans le discours officiel et dans le débat public burkinabé. Si la trajectoire actuelle se maintient, le produit intérieur brut du Burkina Faso pourrait tripler dans les années à venir. Cette affirmation suscite naturellement le scepticisme, surtout dans un pays confronté à de multiples crises simultanées. Pourtant, lorsqu'on analyse en profondeur les mécanismes économiques à l'œuvre, cette hypothèse apparaît moins irréaliste qu'elle n'en a l'air. Le Burkina Faso part d'une base économique relativement faible, non pas parce qu'il est dépourvu de richesses, mais parce que celles-ci ont longtemps été mal exploitées ou mal valorisées. Dans un tel contexte, toute transformation structurelle produit des effets proportionnellement importants. Lorsqu'un pays parvient à récupérer une partie de la valeur qui lui échappait auparavant, la croissance peut s'accélérer rapidement. Ce phénomène a déjà été observé dans plusieurs pays qui, partis de situations difficiles, ont connu des phases de rattrapage économique rapide. Sous Ibrahim Traoré, l'un des axes centraux de la stratégie économique consiste à rompre avec le modèle hérité de la simple exportation de matières premières brutes. Pendant des décennies, le Burkina Faso a extrait de l'or, du coton et d'autres ressources sans développer suffisamment de capacités de transformation locale. Cette situation créait une dépendance structurelle. Le pays vendait à bas prix ce qu'il rachetait ensuite sous forme de produits transformés beaucoup plus chers. La valeur ajoutée était créée ailleurs, tandis que l'économie nationale restait fragile. La nouvelle orientation vise à inverser progressivement cette logique. Transformer localement, même partiellement, signifie créer des emplois, développer des compétences, renforcer le tissu industriel et conserver davantage de richesses à l'intérieur du pays. Chaque étape de transformation réalisée sur le sol burkinabé multiplie l'impact économique d'une même ressource. Ce processus est lent et complexe, mais il constitue l'un des leviers les plus puissants de croissance à long terme. Dans cette perspective, le triplement du PIB ne repose pas sur un unique secteur miracle, mais sur l'addition de progrès simultanés dans plusieurs domaines. L'agriculture, lorsqu'elle est sécurisée et mieux organisée, peut augmenter considérablement sa productivité. Les ressources minières, lorsqu'elles sont mieux contrôlées, peuvent générer davantage de revenus publics. Les infrastructures, lorsqu'elles sont développées, réduisent les coûts économiques et stimulent les échanges. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut sembler insuffisant. Ensemble, ils forment un système capable de transformer profondément l'économie nationale. Il faut également prendre en compte la dimension démographique. Le Burkina Faso dispose d'une population majoritairement jeune. Cette jeunesse représente à la fois un défi et une opportunité. Lorsqu'elle est marginalisée, elle devient un facteur d'instabilité. Lorsqu'elle est mobilisée, formée et intégrée dans un projet économique national, elle devient un moteur de croissance. Le discours d'Ibrahim Traoré insiste fortement sur cette mobilisation collective. Il ne s'adresse pas uniquement aux institutions, mais directement au peuple, en particulier aux jeunes, qu'il invite à participer à l'effort de reconstruction. Cette mobilisation se traduit progressivement par un regain d'activité économique locale. Des initiatives communautaires émergent. Des petits entrepreneurs osent investir malgré les difficultés. Des artisans trouvent de nouveaux débouchés. Cette économie de proximité ne fait pas toujours les gros titres, mais elle constitue la base réelle de la croissance. Elle alimente la consommation intérieure, renforce la résilience sociale et réduit la dépendance aux importations. Un autre facteur essentiel réside dans la reconquête progressive de la confiance. La confiance des producteurs qui recommencent à cultiver leurs terres. La confiance des commerçants qui reprennent leurs itinéraires. La confiance des investisseurs locaux qui croient à nouveau à la stabilité future. L'économie ne fonctionne pas uniquement sur des capitaux et des infrastructures. Elle repose aussi sur la perception de l'avenir. Lorsqu'un climat de confiance s'installe, même partiellement, il libère des énergies longtemps retenues par la peur et l'incertitude. Dans ce contexte, la perspective d'un triplement du PIB ne doit pas être interprétée comme une promesse garantie, mais comme une projection conditionnelle. Elle dépend de la capacité du pays à maintenir la sécurité, à poursuivre les réformes, à éviter les dérives et à conserver une cohérence stratégique. Elle dépend également de la capacité du pouvoir en place à transformer l'élan populaire en résultats concrets et mesurables. Ce qui distingue la période actuelle des précédentes tentatives de redressement économique, c'est l'articulation entre discours et action. La souveraineté n'est plus seulement un slogan. Elle se traduit par des choix économiques, parfois coûteux à court terme, mais potentiellement bénéfiques à long terme. Le refus de certaines dépendances, la diversification des partenariats et la volonté de maîtriser les secteurs stratégiques participent de cette logique. Le Burkina Faso se trouve ainsi dans une phase de transition délicate. Les attentes sont élevées. Les contraintes sont nombreuses. Mais les bases d'une croissance accélérée commencent à se dessiner. Si ces bases sont consolidées,
le pays pourrait entrer dans une nouvelle ère économique, marquée non plus par la survie, mais par la construction. À ce stade, rien n'est acquis. Mais une chose est certaine. Le débat économique burkinabé a changé de nature. Il ne s'agit plus de savoir si le pays peut se développer, mais comment et à quel rythme. Et cette évolution, en elle-même, constitue déjà une transformation profonde. Parfait. Voici la partie 3, toujours en narration continue, sans liste, sans émoji, avec environ 800 mots réels, centrée sur la récupération du territoire et son impact direct sur l'économie. Pour comprendre réellement la transformation économique en cours au Burkina Faso, il faut s'arrêter sur un élément souvent sous-estimé dans les analyses économiques classiques. Le territoire. Sans contrôle du territoire, il n'y a pas d'économie fonctionnelle. Il n'y a pas de production stable, pas de commerce fluide, pas d'investissement durable. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, une grande partie du territoire burkinabé était devenue économiquement inutilisable. Des zones entières vivaient dans l'insécurité permanente, coupées des circuits commerciaux et abandonnées par l'État. Cette perte de contrôle territorial avait des conséquences économiques dramatiques. Des milliers de villages étaient vidés de leurs habitants. Des terres agricoles fertiles restaient inexploitées. Les routes reliant les zones rurales aux centres urbains devenaient impraticables, voire dangereuses. Les marchés locaux disparaissaient. Dans ces conditions, même les producteurs les plus motivés ne pouvaient pas travailler normalement. L'économie nationale se retrouvait fragmentée, affaiblie, incapable de fonctionner comme un ensemble cohérent. Lorsqu'Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il établit un lien direct entre sécurité et développement économique. Dans son discours, la lutte pour le contrôle du territoire n'est pas seulement une question militaire ou politique. Elle est présentée comme une condition préalable à toute relance économique. Cette approche marque une rupture avec une vision plus cloisonnée, où la sécurité et l'économie étaient traitées comme deux domaines distincts. La reconquête territoriale engagée sous son autorité ne se fait pas de manière spectaculaire ou instantanée. Elle est progressive, difficile, parfois coûteuse. Mais chaque zone sécurisée produit des effets économiques immédiats. Lorsqu'un village est à nouveau accessible, ses habitants peuvent revenir, cultiver leurs champs, relancer l'élevage, rouvrir les petits commerces. Ces activités peuvent sembler modestes à l'échelle nationale, mais multipliées par des centaines de localités, elles constituent une base économique solide. L'agriculture est le premier secteur à bénéficier de cette récupération du territoire. Dans un pays où une grande partie de la population dépend directement de la terre, la sécurité des zones rurales est essentielle. Lorsque les producteurs peuvent travailler sans craindre pour leur vie, ils investissent davantage de temps et de ressources dans leur culture. Les rendements augmentent. Les surplus peuvent être vendus sur les marchés locaux ou régionaux. Cette augmentation de la production contribue directement à la croissance du produit intérieur brut. La reprise de l'activité agricole a également un effet stabilisateur sur les prix alimentaires. Lorsque l'offre locale augmente, la dépendance aux importations diminue. Les ménages consacrent une part moins importante de leurs revenus à l'alimentation, ce qui libère du pouvoir d'achat pour d'autres dépenses. Cette dynamique stimule la consommation intérieure, qui est l'un des moteurs fondamentaux de toute économie nationale. La reconquête du territoire permet aussi la réouverture des axes commerciaux. Les routes, longtemps abandonnées ou dangereuses, retrouvent progressivement leur fonction économique. Les marchandises circulent à nouveau entre les zones de production et les centres de consommation. Les coûts de transport diminuent. Les délais de livraison se raccourcissent. Ces améliorations logistiques ont un impact direct sur la compétitivité des produits locaux et sur la fluidité des échanges. À mesure que l'État reprend pied sur son territoire, il peut également rétablir ses fonctions administratives. Cela signifie une meilleure présence des services publics, mais aussi une capacité accrue à organiser l'activité économique. Les marchés peuvent être régulés. Les taxes locales peuvent être collectées. Les projets de développement peuvent être planifiés et suivis. Cette normalisation administrative est essentielle pour sortir d'une économie de survie et entrer dans une économie de construction. La mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie joue un rôle particulier dans cette dynamique. En impliquant directement la population dans la défense du territoire, le pouvoir crée un lien étroit entre sécurité et développement. Les citoyens ne sont plus seulement des bénéficiaires passifs de la sécurité. Ils en deviennent des acteurs. Cette implication renforce le sentiment d'appartenance nationale et crée une responsabilité collective vis-à-vis de l'économie locale. Il est important de souligner que la reconquête territoriale ne signifie pas un retour immédiat à la situation antérieure. Les zones affectées par l'insécurité ont souvent subi des destructions importantes. Les infrastructures sont endommagées. Les services publics sont absents. Les traumatismes humains sont profonds. La reconstruction est donc un processus long,
qui exigent des investissements, de la patience et de la coordination. Mais le simple fait de pouvoir engager ce processus constitue déjà une avancée majeure. Sur le plan macroéconomique, chaque portion de territoire récupérée élargit la base productive du pays. Elle augmente le nombre d'acteurs économiques actifs. Elle renforce la capacité de l'État à mobiliser des ressources internes. Elle améliore la cohérence du marché national. Cette expansion progressive de l'espace économique explique en grande partie l'augmentation du PIB observée malgré les difficultés. La reconquête territoriale a également un impact symbolique fort. Elle envoie un message aux populations, mais aussi aux partenaires économiques. Le Burkina Faso n'abandonne pas son territoire. Il se bat pour le récupérer et le développer. Ce message renforce la crédibilité du pays et peut encourager certains investissements, notamment locaux, qui étaient auparavant gelés par l'incertitude. En liant étroitement sécurité et économie, Ibrahim Traoré impose une vision intégrée du développement. La croissance n'est pas envisagée comme un simple résultat statistique, mais comme le fruit d'un contrôle réel du territoire et d'une mobilisation nationale. Cette vision explique pourquoi la récupération massive du territoire est l'un des piliers les plus importants de la transformation économique en cours. Toute dynamique de croissance durable repose sur un socle souvent invisible dans les discours politiques, mais absolument central dans la réalité économique, les infrastructures. Routes, bâtiments publics, logements, réseaux urbains, ouvrages collectifs. Sans ces éléments, la production stagne, les échanges ralentissent et l'État perd sa capacité à structurer l'espace économique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette réalité est clairement assumée. Le développement des infrastructures n'est pas présenté comme un luxe ou une vitrine, mais comme un outil fondamental de transformation économique. Le programme Faso-Mebo s'inscrit précisément dans cette logique. Il ne s'agit pas simplement de construire pour construire, mais de redonner au pays une base matérielle solide, adaptée aux besoins réels de la population et aux priorités économiques nationales. Dans un contexte de ressources limitées et de pression extérieure, le choix est fait de privilégier une approche pragmatique, orientée vers l'impact direct sur l'économie intérieure. La construction et la réhabilitation des routes constituent l'un des piliers les plus visibles de cette stratégie. Une route n'est jamais qu'un simple ruban de bitume. C'est un lien entre les zones de production et les zones de consommation. C'est une réduction des coûts de transport. C'est un gain de temps pour les commerçants, les agriculteurs, les artisans. Lorsque les routes sont praticables, l'activité économique devient plus fluide, plus prévisible, plus rentable. Dans de nombreuses régions du Burkina Faso, la dégradation des infrastructures routières avait isolé des communautés entières. Les producteurs étaient contraints de vendre à perte ou de renoncer à écouler leurs marchandises. Avec la remise en état progressive des axes stratégiques, ces zones retrouvent une place dans le marché national. Cette réintégration territoriale a un effet direct sur le PIB, car elle élargit le volume des échanges et augmente la valeur ajoutée produite localement. Le programme Faso-Mebo ne se limite pas aux routes. Il touche également les bâtiments publics, les écoles, les centres de santé, les logements et les équipements collectifs. Ces investissements ont un double effet économique. À court terme, ils créent de l'emploi. Les chantiers mobilisent de la main-d'œuvre locale, des artisans, des fournisseurs de matériaux. L'argent injecté dans ces projets circule immédiatement dans l'économie nationale. À moyen et long terme, ces infrastructures améliorent la productivité globale du pays. Une école fonctionnelle permet de former une main-d'œuvre plus qualifiée. Un centre de santé opérationnel réduit l'absentéisme et améliore la capacité de travail. Des logements décents stabilisent les populations et favorisent l'ancrage local. Ces éléments, souvent perçus comme sociaux, sont en réalité des investissements économiques majeurs. L'une des particularités de la démarche engagée sous Ibrahim Traoré est la volonté de limiter la dépendance excessive aux entreprises étrangères. Le recours accru aux compétences locales permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de conserver la valeur créée à l'intérieur du pays. Les salaires versés, les matériaux utilisés, les savoir-faire mobilisés renforcent le tissu économique national au lieu de l'appauvrir. Cette approche contribue également à la montée en compétences des acteurs locaux du BTP. À mesure que les projets se multiplient, les entreprises burkinabées gagnent en expérience, en organisation et en crédibilité. Cela crée un cercle vertueux où l'investissement public stimule l'émergence d'un secteur privé national plus solide, capable à terme de répondre à des projets de plus grande envergure. Le développement des infrastructures joue aussi un rôle central dans l'attractivité économique du pays. Un territoire bien équipé inspire davantage confiance aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Même dans un contexte géopolitique complexe, la présence d'infrastructures fonctionnelles envoie un signal de stabilité et de capacité d'organisation. Cela peut encourager des initiatives entrepreneuriales locales, souvent plus résilientes que les investissements étrangers spéculatifs.
Faso-Mebo participe également à une forme de rééquilibrage territorial. En investissant dans des zones longtemps marginalisées, le pouvoir cherche à réduire les inégalités régionales. Cette réduction des déséquilibres est essentielle pour une croissance harmonieuse. Une économie trop concentrée devient fragile. À l'inverse, une économie mieux répartie sur le territoire est plus résistante aux chocs. Sur le plan budgétaire, ces investissements représentent un effort considérable pour l'État. Mais ils doivent être compris comme un choix stratégique. Plutôt que de dépendre exclusivement de l'aide extérieure ou de projets dictés de l'extérieur, le Burkina Faso affirme une vision de développement endogène. Cette vision mise sur la mobilisation des ressources internes et sur la capacité du pays à se construire par lui-même. Les effets de cette politique d'infrastructure commencent déjà à se refléter dans les indicateurs économiques. L'augmentation de l'activité dans le BTP, la reprise des échanges internes et l'amélioration de la productivité contribuent à la croissance du PIB. Si cette dynamique se maintient, elle peut soutenir l'objectif ambitieux d'un triplement du PIB sur le moyen terme. En réalité, le programme Faso-Mebo dépasse la simple question des infrastructures. Il symbolise une volonté de reprendre le contrôle du développement national. Il incarne l'idée que la croissance ne doit pas être importée, mais construite, pierre après pierre, par les Burkinabés eux-mêmes. Lorsqu'on évoque l'hypothèse d'un triplement du produit intérieur brut du Burkina Faso sur une période de 5 ans, la réaction est souvent la même. Scepticisme, prudence, parfois incrédulité. Pourtant, une telle projection ne sort pas du néant. Elle repose sur une dynamique bien réelle, observable à travers plusieurs transformations structurelles engagées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Pour comprendre cette trajectoire, il faut abandonner une vision figée de l'économie burkinabé et l'analyser comme un système en reconstruction. Le point de départ est essentiel. Le Burkina Faso sortait d'une période de fragilisation profonde, marquée par l'insécurité, la désorganisation territoriale et une dépendance économique forte vis-à-vis de l'extérieur. Dans ce contexte, même une croissance modérée représente déjà une rupture. Lorsque l'on repart d'une base affaiblie, chaque amélioration structurelle produit un effet amplifié sur les indicateurs macroéconomiques. C'est ce mécanisme qui explique en partie l'augmentation récente du PIB. La logique portée par Ibrahim Traoré ne repose pas sur des ajustements marginaux, mais sur une transformation progressive des fondations de l'économie nationale. Sécurité du territoire, relance de l'agriculture, réouverture des circuits commerciaux, investissement dans les infrastructures, mobilisation de la main-d'œuvre locale. Ces éléments, pris isolément, peuvent sembler insuffisants pour justifier une ambition aussi élevée. Mais combinés, ils créent une dynamique cumulative. La croissance économique n'est jamais le résultat d'une seule décision. Elle est le produit d'un enchaînement de facteurs qui se renforcent mutuellement. Lorsque le territoire est plus sécurisé, la production augmente. Lorsque la production augmente, les échanges se développent. Lorsque les échanges se développent, les revenus progressent. Lorsque les revenus progressent, la consommation intérieure s'accroît. Cette consommation stimule à son tour l'investissement et l'emploi. C'est ce cercle vertueux que le pouvoir actuel cherche à enclencher. La perspective d'un triplement du PIB repose également sur une réorientation de la valeur ajoutée. Pendant longtemps, une part importante de la richesse produite au Burkina Faso quittait le pays sous forme de profit, de rente ou de dépendance structurelle. En renforçant les capacités locales, en favorisant les entreprises nationales et en limitant certaines fuites de capitaux, l'économie peut conserver une plus grande part de la richesse créée sur son propre sol. Cette stratégie implique une vision à long terme, parfois au détriment de résultats immédiats spectaculaires. Les investissements dans les infrastructures, l'éducation, la santé et la sécurité ne produisent pas tous leurs effets en un an. Mais ils posent les bases d'une croissance plus stable et plus inclusive. C'est précisément cette temporalité que défend Ibrahim Traoré, en rupture avec des politiques plus court-termistes orientées vers la satisfaction rapide des bailleurs extérieurs. L'un des aspects les plus déterminants de cette trajectoire est la mobilisation psychologique et politique de la population. Une économie ne se développe pas uniquement avec des chiffres et des plans. Elle se développe aussi avec la confiance collective, le sentiment que l'effort a un sens et que les sacrifices sont partagés. Le discours de souveraineté économique, qu'on l'approuve ou qu'on le critique, joue un rôle central dans cette mobilisation. Lorsque les citoyens croient que leur pays peut se transformer par ses propres moyens, ils investissent davantage, prennent plus de risques entrepreneuriaux et s'engagent plus activement dans l'économie locale. Cette confiance, difficile à mesurer statistiquement, peut pourtant produire des effets économiques considérables. Elle explique pourquoi certaines économies se redressent rapidement malgré des conditions initiales défavorables. La projection sur 5 ans doit aussi être comprise comme un horizon politique. Elle fixe une direction, un objectif mobilisateur. Il ne s'agit pas d'une promesse mathématique garantie,
mais d'une trajectoire conditionnelle. Si la sécurité continue de s'améliorer, si les infrastructures se développent, si la production locale est renforcée et si la gouvernance économique reste cohérente, alors une croissance accélérée devient possible. Cette ambition place Ibrahim Traoré dans une posture historique particulière. Il ne se contente pas de gérer une crise. Il tente de redéfinir le rôle de l'État dans l'économie burkinabé. Un État plus présent, plus interventionniste sur les secteurs stratégiques, mais aussi plus exigeant envers lui-même en matière de résultats concrets. Cette approche rappelle certaines expériences historiques de développement accéléré dans des pays partis de situations comparables. Bien sûr, les obstacles restent nombreux. Pressions extérieures, contraintes budgétaires, instabilité régionale, défis sociaux. Aucun de ces éléments ne disparaît par simple volonté politique. Mais ce qui distingue la période actuelle, c'est la cohérence globale du projet économique. Chaque action semble s'inscrire dans une vision plus large, orientée vers la reconstruction et la souveraineté. Si le PIB venait effectivement à tripler dans les années à venir, cela transformerait profondément le Burkina Faso. Les marges de manœuvre budgétaires de l'État s'élargiraient. Les investissements sociaux pourraient être renforcés. La dépendance à l'aide extérieure diminuerait. Le pays gagnerait en poids politique et économique dans la région. Mais au-delà des chiffres, c'est la perception même du Burkina Faso qui changerait. L'histoire jugera la portée réelle de cette période. Mais une chose est déjà certaine. Sous Ibrahim Traoré, l'économie burkinabé n'est plus pensée comme une fatalité ou une simple variable d'ajustement. Elle est redevenue un champ de bataille stratégique, au cœur du projet national. Et c'est peut-être là, plus que dans les statistiques, que réside la véritable rupture. Toute dynamique de croissance durable repose sur un socle souvent invisible dans les discours politiques, mais absolument central dans la réalité économique, les infrastructures. Routes, bâtiments publics, logements, réseaux urbains, ouvrages collectifs. Sans ces éléments, la production stagne, les échanges ralentissent et l'État perd sa capacité à structurer l'espace économique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette réalité est clairement assumée. Le développement des infrastructures n'est pas présenté comme un luxe ou une vitrine, mais comme un outil fondamental de transformation économique. Le programme Faso-Mebo s'inscrit précisément dans cette logique. Il ne s'agit pas simplement de construire pour construire, mais de redonner au pays une base matérielle solide, adaptée aux besoins réels de la population et aux priorités économiques nationales. Dans un contexte de ressources limitées et de pression extérieure, le choix est fait de privilégier une approche pragmatique, orientée vers l'impact direct sur l'économie intérieure. La construction et la réhabilitation des routes constituent l'un des piliers les plus visibles de cette stratégie. Une route n'est jamais qu'un simple ruban de bitume. C'est un lien entre les zones de production et les zones de consommation. C'est une réduction des coûts de transport. C'est un gain de temps pour les commerçants, les agriculteurs, les artisans. Lorsque les routes sont praticables, l'activité économique devient plus fluide, plus prévisible, plus rentable.